Coucou les filles, aujourd'hui j'ai envie de vous faire une vidéo qui n'a rien à voir avec mes vidéos habituelles sur la chaîne qui sont plutôt axées alopécie, volumateur capillaire, perruque. Aujourd'hui j'ai envie de vous parler du livre sur le prince Harry que j'ai lu en 3 jours et voilà, j'ai envie de vous faire un débrief parce que je veux pas rester seule avec mes ressentis et il faut que je vous parle de tout ça. Donc on est sur une vidéo 100% commérage, hein, où je vais vous dire, je vais vous raconter quelques anecdotes, etc. que j'ai trouvé vraiment intéressantes dans le livre, mais surtout ce que je vais essayer de faire, c'est vous parler je vais faire de la psychologie de comptoir, de ce que j'ai compris de cette famille, des ressentis du prince Harry, de la personnalité de prince William, de Kate et tout, enfin bref, la psychologie de comptoir. J'espère que ça va pas durer 3 quarts d'heure, mais je ne vous promets rien puisque c'est un sujet qui me passionne. Je suis passionnée de la famille royale d'Angleterre. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est héréditaire puisque c'était le cas aussi de ma grand-mère. Celles qui me suivent assidûment le savent puisque j'ai des volumateurs capillaires de ma marque qui s'appellent Meghan et Kate, hein, quand même, et c'est les deux qui se vendent le plus. Donc voilà, déjà il y avait, il y avait un truc. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu de tout ce que j'ai appris dans ce livre, tout ce qui m'a semblé intéressant, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai moins aimé, et surtout mon avis sur tous ces gossips. Alors pour une fois j'ai préparé ma vidéo parce que c'est un sujet sérieux, j'ai pris des notes parce que faut rien oublier, on est sur quelque chose de très important, donc faut pas déconner là. Donc le livre est divisé en différentes phases et du coup je vais parler de ces différentes phases. Donc la première c'est tout ce qui tourne autour de l'enfance et l'adolescence d'Harry. Donc en fait ça commence à peu près au moment où il apprend la mort de sa mère, donc Diana, dans un accident de voiture à Paris quand elle était pourchassée par les paparazzi sous le pont de l'Alma. Et donc c'est très touchant de dire ça parce que c'est vrai qu'on n'a jamais eu le point de vue des enfants, enfin on se doute que c'est horrible, mais c'est vrai que c'est touchant à lire parce que je pense qu'on a tous été marqués par cet accident. Moi je devais avoir 12-13 ans à l'époque, je savais même pas qui c'était Diana, mais ça m'a marqué cette vision des deux princes qui marchent derrière le cercueil, etc. Donc c'était vraiment quelque chose de touchant et du coup de lire qu'on l'a réveillé à 3h du matin pour lui annoncer. Donc déjà je me suis dit mais ça sert à quoi de réveiller un enfant de 13 ans en pleine nuit pour lui dire ça. Et surtout ce qui m'a choqué c'est qu'on l'a apparemment, dans ses souvenirs, même s'il n'en est pas sûr à 100%, mais on l'a laissé seul toute la nuit derrière. On est venu le rechercher à 9h. Il a à peine été réconforté par son père, qui l'a, je crois, à peine pris dans ses bras. Et vraiment, on l'a laissé comme ça, livré à lui-même. Donc ça, c'était très choquant. C'est vrai que moi, je pensais pas du tout que ça s'était passé comme ça. Je me suis dit, ouais, ils ont dû vraiment entourer les deux enfants. Et en fait, pas du tout. Chaque frère a appris ça séparément. Et après, ils ont dû gérer ce choc-là, de ce qu'on comprend dans le livre, tout seul. Mais même dans les années qui ont suivi, on n'a pas l'impression qu'il y ait eu un suivi psychologique, qu'il y ait eu... qu'on les ait particulièrement entourés pour les aider à s'en sortir. Non, on a vraiment l'impression qu'ils se sont chacun des deux enfermés dans ce deuil-là, sans en parler autour d'eux, ni à leur père, qui montre très très peu d'affection, ni à personne d'autre. Et c'est vrai que c'est marquant parce que du coup on se dit, mais comment ça se fait que dans une famille comme ça, en plus qui a les moyens de faire un suivi, qui est quand même éduqué, qui sait les implications d'un tel drame, je pense, sur une santé mentale, il y a eu aucun suivi, et c'est vrai que ça c'est très bouleversant de voir ça et de se dire que ces deux enfants adolescents quoi sont restés livrés à eux-mêmes et se sont enfermés dans ce deuil. Et ce qui est particulièrement marquant du coup avec le prince Harry, c'est que il explique que il s'est mis dans un profond déni, c'est-à-dire qu'il s'est auto-persuadé que sa mère n'était pas morte, et ça a duré des années, ça a duré genre jusqu'à 25 ans, 30 ans, je sais plus exactement, jusqu'au moment où il demande à voir des photos de l'accident de sa mère, mais pendant des années, il a cru, il s'est persuadé que sa mère avait fui, parce qu'elle en avait marre des paparazzis, qu'elle en avait marre de sa vie, et il s'est vraiment auto-persuadé de ça, et c'est un mécanisme de défense que je pense est normal, mais ce qui est fou, c'est qu'il n'est jamais vraiment exprimé, que personne ne l'ait poussé suffisamment à parler pour qu'il exprime ce truc et que les gens l'aident à avancer. Parce qu'en fait, son deuil, il l'a pas fait.
Il l'explique d'ailleurs dans le livre, il a mis des années, peut-être 15 ans, avant de pleurer même 5 minutes sur la mort de sa mère, en fait, parce qu'il n'y croyait pas, et il était dans ce profond déni. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Et ce qu'on observe aussi, c'est après, quand ils grandissent, qu'ils deviennent tous les deux plus des ados, des jeunes adultes, qui vont ensuite à Eton, etc., c'est que même entre les deux frères, il y a comme s'il y avait une fracture, en fait, comme s'ils communiquaient plus. Alors je sais pas si c'est réellement ce qui s'est passé, mais c'est en tout cas ce qui sort du livre, donc je pense que c'est son ressenti à lui. C'est vraiment, ça les a séparés, et il n'y a pas eu vraiment de soutien de l'un, de l'autre, ni du père, ni de personne, en fait. Donc ça, c'est vrai que c'est touchant. On se retrouve face à deux garçons qui viennent de perdre leur mère et qui grandissent avec ça et qui se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et c'est vrai que moi, de l'extérieur, je pensais pas du tout que ça s'était passé comme ça. Ce qu'on observe donc, c'est une certaine distance entre les deux frères, mais ce qu'on comprend aussi du livre d'Harry, c'est que ça semble beaucoup venir de William, qui, quand Harry entre à Eton, je sais pas comment on dit, mais c'est un lycée très prestigieux, non, je crois que c'est un lycée, lui dit tu me connais pas, on se connaît pas. Alors ça, on sent qu'il en a un certain ressentiment, et ça peut être compréhensible, mais bon, quel ado n'a pas fait ça, je te connais pas. Moi, je me rappelle, pour le coup, c'était ma sœur qui voulait plus qu'on s'habille de la même manière, parce que ma mère nous habillait de la même manière jusqu'à l'âge de 12-13 ans, et je me rappelle que moi, l'aînée, j'avais un peu mal pris qu'elle ne veuille plus s'habiller comme moi, alors que c'était juste normal. Je comprends même pas que ça me soit pas venu, moi, à l'esprit. Mais c'est vrai qu'on sent qu'il y a une distance qui se met en place, mais en même temps, William, il est ado, il est un peu plus âgé, il a pas envie de se trimballer le petit frère. Bon, c'est quelque chose de normal et de classique, je pense, mais on sent que lui, il y a un petit ressentiment à ce niveau-là, parce qu'il en parle et il place des petites phrases comme ça de temps en temps. En gros, il voulait pas me calculer, quoi, j'existais pas. Et ce qu'on sent aussi, c'est qu'à partir du moment où il rentre dans ce lycée qui est prestigieux, c'est un peu compliqué pour lui, parce qu'il est moins doué pour les études, et lui, il est quand même obligé d'aller dans un lycée prestigieux étant donné qu'il est prince, et c'est assez compliqué parce que il se sent pas à la hauteur, il est pas bon élève, et il fait pas mal de conneries. Et du coup, on sent que il est vite catalogué cancrelat, sale gosse de la famille, et on sent que c'est un petit peu difficile pour lui, sans parler du fait qu'il explique bien que dès son enfance, on lui fait comprendre que lui, c'est le suppléant. Donc c'est ça le livre, en fait, c'est le sentiment qu'il a inculqué dès l'enfance que il y a William qui est l'héritier, évidemment, et lui c'est la pièce de rechange. Et d'ailleurs son père lui fait parfois des blagues à ce niveau-là, genre j'ai eu William, mais bon c'est bon, maintenant j'ai un suppléant, j'ai fait mon taf. Et c'est apparemment ce qu'il aurait dit à Diana le jour de la naissance d'Harry, et il a l'intelligence de lui répéter cette blague qui est extrêmement difficile. Et donc Harry, dans son enfance et son adolescence, ressent dans plein de détails que lui, il est moins important que son frère, puisque, entre guillemets, c'est le cas, son frère est l'héritier, donc il passe toujours en deuxième, que ce soit à la place à table, que ce soit après les appartements, voilà, il passe toujours au second plan, et on sent que c'est quelque chose qui vit assez mal, et c'est normal, c'est un ressenti qui est normal. Donc ensuite, on arrive dans tout ce qui est adolescence, âge adulte, comme je vous ai dit, Eton, etc. Donc là, il commence à faire des petites conneries, il se drogue par moments, ou pas vraiment. En fait, ce qui est assez marrant avec Harry, c'est que il va beaucoup reprocher à la presse de lui donner une image de sale gosse, lui donner une image de personnes qui se droguent, etc. Et souvent, il dit c'est basé sur rien, et puis après, 3 pages plus tard, il va te dire ouais, je suis allée chez Courtney Cox et j'ai pris des champignons, genre normal, alors que 3 pages avant, il disait oui, c'est complètement injuste, la presse a fait croire que je m'étais droguée, alors que dans cette soirée-là, je ne m'étais pas droguée. Donc c'est vrai que quand on lit pas mal le livre, on se dit bon, il prend quand même des drogues de temps en temps. Bon, moi ça me choque pas énormément, mais c'est vrai qu'il a une petite tendance quand même à prendre des petites substances illicites de temps en temps. Et donc au final, on comprend que même s'il trouve sa réputation complètement injuste, elle n'est pas si injustifiée que ça. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que il se sent très vite persécuté par la presse, parce qu'il l'est, et il vit ça très très mal dès l'adolescence. Dès qu'il y a un pas de travers,
c'est bazardé dans la presse. D'ailleurs, il revient sur son uniforme de nazi qu'il avait mis à une soirée et il explique que Kate et William ont validé le costume et ont rigolé. Donc ça m'a un peu étonnée qu'il raconte cette anecdote. Bon, c'était normal qu'il revienne dessus parce que ça avait fait un énorme scandale, mais il dit un peu que Kate et William ont validé le truc, donc je pense que ce qu'il veut... En fait, c'est un peu perturbant à lire parce qu'on se dit, est-ce qu'il l'aurait pas envoyé au casse-pipe? C'est presque ce qu'on se dit, et on se demande si Harry n'est pas en train de dire ça, ou alors s'il veut juste dire, bon bah ça les a pas choqués eux non plus, ils ont trouvé ça drôle comme moi j'ai pu trouver ça drôle, c'était un déguisement, et voilà. Mais en tout cas, ce qu'il explique, c'est que le moindre de ses faits et gestes se retrouve dans la presse, et c'est toujours pour lui donner une image de sale gosse, et qu'il le vit très très mal. Et moi je me rappelle de cette époque, puisque j'étais à peu près ado, j'ai à peu près le même âge qu'Harry, j'aurais pu être sa femme, mais non. Et donc, je me rappelle quand ça sortait et tout, tous ces trucs, ces soirées, il y a une soirée aussi, bon après c'est bien plus tard, mais où il se retrouve tout nu et tout, et bah oui, passer un peu pour un ado qui fait quelques conneries, et les gens disaient, bah c'est pas facile, il a sa mère qui est morte et tout, mais en fait, il a juste fait des conneries d'adolescent qui me semblent assez classiques, mais en tout cas, ce qu'on voit de cette adolescence-là, c'est que vraiment, la presse, il ne supporte pas ça, il ne supporte pas d'entendre le moindre clic d'un appareil photo, et c'est marrant parce que moi, de l'extérieur, je savais que c'était certainement difficile à vivre pour ces gens-là, la presse, mais en même temps, quand on se dit qu'ils ont grandi avec ça et qu'ils ont vécu toute leur vie avec ça, bah c'est vrai qu'on peut avoir tendance à se dire ils y sont habitués. Sauf que lui, bah évidemment, avec l'historique de sa mère et tout, il les a vraiment pris en grippe. Et c'est marrant parce que maintenant, rétrospectivement, quand je regarde des photos sur Google de lui, puisque oui, je fais ça, en fait, je cherchais le nom de ces petites amies dont il parlait dans le livre, et donc parfois je tombais sur des photos d'Harry avec ces magnifiques jeunes femmes, et on voit le regard qu'il lance au paparazzi, et on se dit, mais oh, en fait, ça se voit tellement qu'il a la haine. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'avait marqué avant, mais maintenant, quand je revois les photos, je me dis, ouais, en fait, vraiment, cette relation au paparazzi est très très compliquée pour lui. Il les pense, ils sont responsables de la mort de sa mère, et vraiment, il les supporte pas, et c'est quelque chose qui ressort beaucoup dans le livre. Ensuite, il y a une partie qui arrive assez rapidement et que j'ai trouvée extrêmement intéressante, c'est la partie Harry part en guerre. Harry se forme pour devenir soldat en fait. Et c'est marrant parce que, alors à chaque fois je vous donne mon point de vue de l'extérieur qui suivait un peu les news sur le prince Harry. Enfin moi évidemment je savais qu'il avait été déployé en Afghanistan, etc. Mais moi je pensais que c'était qu'un rôle comme ça qu'on leur donnait, mais que évidemment ils allaient pas mettre un prince sur le terrain à risquer sa vie. Et en fait, alors je sais pas s'il a vraiment été mis sur le terrain, parce qu'au final il était dans les hélicoptères, les Apaches, etc. Donc il était quand même pas au sol, voilà. Mais il a fait toute une formation de soldat qui a eu l'air quand même très traumatisante, très importante. Il s'est vraiment donné à fond, et vraiment de lire ça, c'est hyper intéressant parce que moi, franchement, je pensais pas qu'il était passé par tous ces entraînements-là. C'est vraiment les entraînements de commando, de soldats et tout. Et à lire, on se dit, ah ouais, quand même, le mec, pas mal, hein. Et après, on se rend compte que, bah pareil, au niveau de son rôle en tant que soldat, il l'a pas fait à moitié, il était vraiment à fond là-dedans. Il avait vraiment envie d'y aller, et ça, c'est touchant aussi. Ce côté qu'il a, qui ressort du livre, c'est à quel point je vais à la guerre, mais c'est ok par patriotisme, ok pour défendre son pays, enfin voilà, comme tous les soldats, mais on sent surtout que c'est pour fuir sa vie. Des fois, on se demande même si le mec cherche pas à mourir, en fait. Enfin, vraiment, il cherche à fuir sa famille, à fuir sa vie, à fuir la presse et les paparazzis, et pour ça, il est prêt à toujours repartir à la guerre. Après, je pense que c'est aussi quelque chose qui lui plaît, parce que là-bas, il est traité complètement normalement, complètement comme les autres, et je pense que pour lui, ça, voilà, c'est quelque chose qui lui fait du bien. En tout cas, c'est ce qui ressort du livre. Mais en tout cas, toute cette partie sur la guerre, qui est très longue dans le livre, est très intéressante, et c'est vrai que moi, ça m'a appris beaucoup de choses sur lui, parce que pour moi, c'était que quelque chose d'un peu honorifique qu'il avait, mais il avait dû y aller 2 jours, et puis c'est tout. Et en fait, non, pas du tout. Il a vraiment eu un parcours impressionnant, il s'est formé. On l'a fait revenir plusieurs fois parce que dès que les talibans savaient qu'il était sur place, il devenait la cible privilégiée, donc ça mettait en danger les autres équipes, donc il était rapatrié, reformé à autre chose, et il a eu une formation vraiment impressionnante.
dans sa difficulté, je veux dire, dans sa difficulté physique et mentale. Et ça, c'est très intéressant à lire, pas seulement parce que c'est le prince Harry, mais même en tant que personne qui ne connaît pas la vie d'un soldat britannique, c'était vraiment très enrichissant et j'ai beaucoup apprécié cette partie. Alors dans toute cette période adulte où il part à la guerre, il revient, etc., on se rend compte aussi que avec William et aussi avec son père, avec Camilla, donc son père à un moment s'est remarié avec Camilla, sachant que Harry et William avaient demandé juste que ce soit pas le cas par respect pour la mort de leur mère, etc. Bon, il l'a fait quand même. Moi, je sais pas trop quoi penser de ça parce que d'un côté, c'est pas des enfants de demander à leur père ce qu'il doit faire, et en même temps, on peut comprendre que dans une situation comme celle-ci, la mère est morte, etc. Bon, que peut-être le désir des enfants soit respecté. Bref, je suis un peu partagée sur ce genre de choses. Mais ce qu'on comprend aussi à ce moment-là, et c'est à peu près aussi le moment dans le livre où William rencontre Kate, c'est que la distance entre les deux frères continue et qu'il y a une certaine jalousie qui se met en place. Jalousie pour, par exemple, le statut de soldat de Harry, puisque William pouvait aussi être soldat, mais il ne pouvait pas à ce point aller sur le terrain, etc., en tant que futur héritier du trône. Je sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais bref, en tant que futur héritier, en fait. C'est pas futur héritier qu'on dit. Enfin bref, en tant que futur roi. Désolée, je retrouve pas mes mots. Et en fait, on sent que Harry commence à avoir une image assez positive dans la presse parce qu'il est soldat, parce que tout ça, et on sent que au niveau de William, sur certaines choses, des fois, ça commence à poser problème parce que Harry est aussi passionné par l'Afrique et à un moment, il demande à aussi défendre les éléphants d'Afrique et William veut pas, il lui dit toi t'as les Invictus Games, moi je peux avoir les éléphants d'Afrique. Mais sur certains trucs, on dirait vraiment des gamineries des fois. Et en même temps, c'est des gens qui ne vivent que par ça, que par les causes qu'ils défendent. Et c'est vrai aussi que je comprends un petit peu William s'il y a un truc qui lui tient à cœur et que Harry le prend aussi. Enfin, on a l'impression de l'extérieur que c'est rien et que c'est des gamineries, mais eux, c'est leur quotidien. C'est comme quand t'es dans une boîte et que t'as un projet et que tu le veux et que l'autre le prend. Mais en tout cas, ce qu'on comprend, c'est que il y a beaucoup de compétition entre eux. De compétition sur l'attirance, sur la lumière qui va être apportée à leur cause via la presse, et même de la part de Camilla et du prince Charles en fait. On sent que quand il y a le couple William et Kate qui attire un peu trop la lumière, ça énerve les deux au-dessus qui veulent eux aussi avoir la lumière, mais je veux dire, eux ils sont beaucoup plus vieux, ça intéresse plus trop les gens. Enfin je pense, moi par exemple qui suis assez fan de tout ça, moi le prince Charles et Camilla, je m'en fiche, moi ce qui m'intéresse c'est Kate et William et Harry et Meghan quoi. Et en fait on sent que ce genre de choses ça pose problème. On commence à comprendre que Camilla apparemment fait fuiter des infos qu'elle est la seule à avoir, parfois de William ou parfois de Harry, mais c'est ce qui ressort, c'est qu'en gros il y a des taupes et il y a des gens qui balancent des infos à la presse pour être sûr qu'un tel n'ait pas une meilleure image, qu'un tel puisse mieux être mis en lumière. Et c'est vrai que ça, quand on se rend compte de ça, ça fait quand même un choc parce que si vraiment elle s'amuse à faire ça, alors que c'est sa famille, alors que c'est quand même les fils de son mari, c'est quand même problématique. Il y a aussi quelque chose qui m'a marqué, comme je vous disais, c'est la distance qui se met en place progressivement entre Harry et... Enfin, elle se met même pas en place progressivement, c'est à force qu'il raconte les détails, on se dit, mais les deux frères n'ont aucune relation. Alors que c'est vrai que quand c'est pas du tout ce qui paraissait dans la presse. Moi, j'avais l'impression qu'ils avaient une super entente. Donc, comme quoi, faut pas forcément se baser sur ce qu'on voit. Harry, il explique que il n'a pas été choisi comme témoin pour le mariage de son frère. Bon, ça... Voilà, il n'est pas obligé après tout, mais apparemment c'est ce qui se fait dans la tradition, c'est ce qui aurait dû se faire. Et son frère lui a dit non, mais je voulais pas que tu me foires le discours. Alors c'était peut-être sur le ton de la blague, mais lui, on sent que ça l'a blessé. Et il y a d'autres choses aussi comme ça qui m'ont choquée, c'est par exemple, à un moment, Harry habite à côté de Kate et William, c'est nouveau en fait. C'est un emménagement et il se dit ouais super, ils ont l'enfant le premier, ils vont m'inviter, je vais pouvoir passer les voir de temps en temps. Lui il est tout réjoui, c'est le petit frère, il se dit ouais je vais pouvoir venir, je vais pouvoir les voir plus, et en fait ils l'ont jamais invité. Et c'est vrai que moi quand je lis ça je me dis mais c'est vrai que c'est bizarre quoi, qu'est-ce qui se passe, pourquoi il l'invite pas, qu'est-ce qu'il lui reproche, parce que on n'a que la version de Harry dans le livre.
Mais je veux dire, William, il n'est pas né méchant, égoïste, froid, distant. Hein. Il doit avoir aussi ses propres raisons. Donc c'est ça qui est frustrant pour moi. C'est que moi, je lis le livre de Harry, mais je voudrais le tome qui vient de William. Et ça, malheureusement, je pense que je l'aurai jamais. Dommage. Ensuite, dans la troisième partie du livre, on arrive à la rencontre avec Meghan. Donc là, la commère que je suis a adoré. Alors, je tiens aussi à dire, par rapport aux gens qui se demandent, est-ce que par rapport au reportage sur Netflix, enfin, moi j'ai trouvé que c'était beaucoup plus intéressant que le documentaire Netflix, que j'ai évidemment regardé dès la sortie, où je trouvais qu'on n'apprenait rien, limite je m'endormais devant. Là, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup plus d'anecdotes croustillantes. En fait, c'est même pas les petites anecdotes, mais c'est d'avoir une vision globale des relations, de tout ce qu'il y a psychologiquement, et surtout en lisant un livre comme ça de 400 pages où c'est lui qui parle, même s'il a été aidé, ça a été romancé, etc., bah ça nous donne une vraie idée de sa personnalité et de ce qu'il ressent, et c'est ça qui est intéressant en fait. C'est pas juste l'anecdote X, Y, pour moi c'est ça qui est intéressant, et c'est pour ça que dans cette vidéo je m'axe plus sur le plan psychologie de comptoir. Je suis sur mon comptoir parce que je trouve que moi c'est ça qui me passionne en fait. Donc je reviens à la rencontre avec Meghan, donc il la voit en story, donc ça vous l'avez peut-être déjà entendu quelque part ou dans le reportage et tout. Il la voit dans la story d'une copine, il dit à sa copine c'est qui cette fille, et donc il lui dit bah c'est Meghan, est-ce que tu veux la rencontrer? Évidemment Meghan est d'accord, et apparemment de ce que dit Harry, Meghan ne savait pas trop qui c'était et n'a absolument pas mis son nom sur Google, et c'est aussi ce qu'elle dit dans le reportage. Elle a regardé ses photos Insta, elle a vu qu'il avait des photos de l'Afrique et elle s'est dit « Ah, génial, allez, je vais le rencontrer ». Bon, Harry, t'es un peu naïf quand même. Enfin, je veux dire, qu'elle en ait pas fait 3 tonnes sur le fait qu'elle sait qu'il est prince, son mari et tout, mais elle fait carrément croire qu'elle sait pas qui c'est, enfin... Soit elle est complètement inculte, ce que je ne pense pas, soit, bon, enfin c'est naturel qu'elle ait tapé son nom sur Google, et surtout, je pense qu'elle savait déjà qui c'était. Attends, même si tu sais pas qui c'est, t'as une pote qui te dit « Ouais, il y a le prince Harry qui veut te voir ». Moi, demain, j'ai une pote qui me dit « Il y a le prince de je sais pas quoi qui veut te voir ». Je vais dire « C'est qui ça ?» Alors que je vais me marier là, mais je veux quand même savoir. Donc j'y crois absolument pas qu'elle allait au rendez-vous sans savoir qui c'était, mais bon, apparemment, lui, il y croit, donc... Bah, tant mieux pour lui. Et donc bah, ils se sont rencontrés, et là on voit, et c'est vraiment beau à lire, à quel point il tombe amoureux de cette femme immédiatement. C'est vraiment un coup de foudre, et c'est beau, c'est franchement beau à lire sur toutes les pages qui suivent, la première rencontre, la deuxième rencontre. Alors ça va très vite entre eux, ce qui peut être assez étonnant. Lui on voit qu'il a le coup de foudre, mais elle, on peut se dire, elle a du coup le coup de foudre aussi, bon c'est possible, mais... C'est vrai que c'est une femme qui est divorcée déjà, donc elle s'est déjà trompée en amour. On se demande comment ça se fait que ça va si vite, mais bon, en même temps, le prince Harry, il est beau, il est séduisant, il est soldat, il est charmant, il est intelligent. Bon, tu vas peut-être pas trop attendre non plus, hein. Je veux dire, quand t'as un bon parti, il faut le choper, hein. Et donc, c'est beau. Franchement, c'est beau à lire. C'est vraiment beau à lire, ça va très vite, c'est l'amour fou très rapidement. Elle se tape les allers-retours et tours pour venir en Angleterre, et elle est très vite après pourchassée par la presse, etc. aussi, puisque très vite leur relation va fuiter, ou il l'annonce, je sais plus exactement. Mais en tout cas, cette relation, ce coup de foudre qu'il a, est extrêmement beau à lire, et on a vraiment l'impression que cette femme le sauve, en fait, parce que le gars est seul, il est isolé, il se sent pourchassé, persécuté par la presse. Le seul truc qui l'intéresse, c'est d'aller risquer sa vie dans d'autres pays du monde en guerre, et d'un seul coup il rencontre cette femme, et il y a tout qui change. Il devient positif, il a envie d'avancer, et c'est vrai que c'est touchant. Donc, bah, franchement, moi quand je lisais ces passages, j'étais émue. L'amie d'Inette en moi a beaucoup aimé. Donc je vous ai dit, ça va très vite, donc très vite il a envie de la demander en mariage, évidemment. Conte de fées, quoi, il se maria, il y aura beaucoup d'enfants au bout de 5 minutes. Et bah là, pareil, William, il ralentit le truc, il lui dit « Attends, prends ton temps quand même ». Je pense que William, à ce moment-là, alors c'est pareil, on n'a que le point de vue d'Harry, mais Harry prend mal le fait qu'il lui demande de prendre son temps, mais je pense que William, il sent la fouteuse de merde un peu. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'interprète. Si on a un doute sur la personnalité de Meghan, ce qui est parfois mon cas, on se dit...
Il a peut-être senti, William, que Meghan, elle allait un peu foutre le bordel quand même. Mais bref, il est très amoureux et donc, à un moment, il doit demander... il apprend, parce qu'il n'était pas au courant, qu'il devait d'abord demander l'aval de la grand-mère pour demander Meghan en mariage. Donc il n'était pas au courant, donc moi je trouve ça incroyable parce que je pense qu'on est tous au courant de nous qu'il devait d'abord demander à la grand-mère, mais lui ne le savait pas. Et donc ça m'a fait rire parce qu'il lui dit... oui, voilà, on m'a dit que j'étais obligée de te demander, donc voilà, je voudrais savoir si je peux me marier avec Meghan, en gros. Et elle lui dit ah, obligée? Il dit oui, oui, on m'a dit que j'étais obligée. Et elle dit bon, bah j'imagine que je suis obligée de te dire oui. Et en fait, ce qui est drôle dans le livre, c'est qu'on dirait qu'il se rend même pas compte que c'est vexant de présenter ça comme ça, donc il y a un petit peu un côté naïveté. C'est mignon, quoi. Mais en tout cas, il a eu son oui, il était super content. Et là, pareil, avec William, avec Kate, commence à y avoir un peu des tensions, notamment autour du mariage, parce que Harry veut se marier avec sa barbe, et il y tient absolument, et il veut aussi se marier avec son costume de capitaine de je sais pas quoi, de capitaine de l'armée, et en fait, après avoir convaincu la grand-mère à force d'arguments historiques et tout, il finit par avoir son accord, et en fait William est à fond contre. Il s'énerve, il dit non mais c'est hors de question, et Harry lui dit mais j'ai demandé à la reine, elle est d'accord, et il dit ouais bah moi je veux pas. Je fais le ton, je t'oblige et tout. Et en fait il lui dit mais pourquoi, en fait qu'est-ce que ça peut te faire, et il dit mais parce que moi on m'a empêché de la porter. Et en fait à plusieurs moments dans le livre, je vous ai dit, William paraît extrêmement froid, extrêmement jaloux, et c'est vrai que on se dit mais mince, c'est l'héritier. Déjà, lui, il a cette place numéro 1. On concède autre chose à son frère, il pourrait peut-être accepter. Après, je comprends que ça crée de la jalousie, de l'envie. Entre frères et sœurs, c'est normal d'éprouver ce genre de sentiments. Des fois, on cède un truc à l'autre qu'on n'a pas cédé au premier. Mais je veux dire, t'as 40 ans, pour le bien de ton frère, tu devrais être prêt à dépasser ça, même si t'as les boules, toi, d'avoir rasé ta barbe. Après tout, il aurait peut-être pu se battre plus pour sa barbe, mais c'est vrai que on peut tous ressentir des sentiments comme ça, mais là on se dit, il n'arrive pas à les dépasser, et pareil du côté d'Harry, en fait, parfois dans certains trucs, on se rend compte qu'ils réagissent comme s'ils avaient 12-13 ans encore, et on se dit, mince, en fait, ils laissent exprimer comme ça leur jalousie, quoi. Et donc il y a d'autres choses comme ça qui m'ont choquée, c'est que par exemple, la veille de son mariage, il demande à William de venir passer la nuit chez lui, puisque c'est la tradition, lui l'avait fait pour lui, et William veut pas venir. Il dit « Oh, il y a les enfants, ah ouais mais non, ah ouais mais non ». Et à la fin, il va voir la grand-mère, William, et après, il décide de venir, il change d'avis, donc il aura jamais su si c'est la grand-mère qui lui a pas dit « Bon, vas-y, parce que là, ça se fait pas ». Et c'est vrai que quand on lit ça, on se dit « Mais quel bâtard !» Genre moi, je suis là... Putain, le bâtard. Et en même temps, je me dis, il doit y avoir une raison derrière tout ça, c'est pas juste un con, il doit y avoir une raison, c'est juste qu'on n'a pas son point de vue à lui, donc restons calmes. Mais c'est vrai qu'il y a plein de points comme ça où on se dit, mais il est vraiment sans pitié, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Mais je pense qu'il y a une relation de jalousie entre les deux, notamment à cause aussi de la presse qui alimente cette jalousie. Et c'est vrai que sur certains trucs, on se dit, mais... c'est choquant, l'attitude de William est choquante, mais je pense que l'attitude de Harry a dû être choquante aussi à d'autres moments. Il parle très très peu de Kate dans le livre, ça aussi ça m'a étonnée parce que c'est vrai que de l'extérieur, de tout ce qui... les photos qui traînent sur internet ou sur TikTok, moi je reçois des TikTok sur Kate, William, Harry, vu je vous ai dit je suis fan donc je reçois plein de trucs. On les voyait tout le temps se marrer et tout, donc on avait l'impression qu'il y avait une belle relation entre eux, et je pense que ça a certainement été le cas. Mais en tout cas, il n'en parle jamais. Il ne parle jamais de Kate. Et je me suis posé la question, est-ce que, parce qu'elle a eu des embrouilles avec Meghan, limite il a plus le droit de dire du bien d'elle, ou est-ce qu'il a changé d'avis, ou est-ce que juste il veut pas la mouiller dans cette affaire? Mais en tout cas, Kate est quasi pas abordée. Sauf pour des petites embrouilles avec Meghan. Je vais vous raconter, c'est tellement... Alors, apparemment, à un moment, Meghan a demandé à Kate de lui prêter son rouge à lèvres, et Kate a accepté, mais elle a fait une petite grimace. Et ça, ils l'ont très mal pris. Mais en fait, j'ai envie de dire, c'est normal, ça se prête pas un rouge à lèvres. Alors, elle aurait peut-être pas dû grimacer, ou elle aurait peut-être dû dire non, j'en ai pas, ou dire bah tiens, je te le passe et je m'en rachète un. Après tout, elle a les moyens. Mais ils ont extrêmement mal vécu ce truc-là, donc c'est vrai que des fois, ils sont un peu susceptibles, quoi. C'est vrai que ça se faisait pas trop de grimacer, mais je pense que Meghan, elle doit avoir un côté très brut de décoffrage, très américaine. Vas-y, mon rouge à lèvres, tu me le passes, comme certaines elles font entre potes, mais
bah Kate apparemment c'est pas sa pote, elle a pas envie de prêter son rouge à lèvres, et même entre copines, moi par exemple, ma soeur elle est comme ça avec ses copines, elle prêterait le rouge à lèvres, moi je sais que je fais pas ce genre de choses, après j'aurais pas grimacé non plus, mais je me serais dit bah tiens. Mais donc je pense que voilà, Meghan elle a un côté un peu comme ça, très comme ça là, très impulsif, et que face au côté britannique de Kate, voilà. Et en fait, apparemment aussi, à un moment, Kate lui a reproché de lui avoir dit, parce qu'à un moment, elle avait perdu la mémoire sur un truc, elle avait oublié un truc, et Meghan lui a dit, ouais, bah c'est le baby brain, en gros, c'est parce que t'es enceinte, c'est tes hormones, quoi, qui te font oublier. Et en fait, Kate s'est vexée, et elle lui en a parlé 3 mois plus tard, oui, tu m'as dit ça se faisait pas, et Meghan lui a dit, en gros, hein, je vous fais la conversation, c'est pas exactement ça, mais bah non, mais c'est pas méchant, c'est parce que t'étais enceinte, c'est les hormones, quoi. Elle lui dit oui, mais on n'est pas assez proche pour que tu me parles de mes hormones. Et là, je me suis dit, ah ouais, Kate, elle est coincée quand même. Mais bon, peut-être que ça se fait pas. Après, c'est parfois aussi des différences de culture. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose que je pourrais largement dire à une copine en rigolant. Après, peut-être qu'elles n'étaient pas si copines que ça. Et c'est vrai que si demain j'arrivais au bras d'Harry dans la famille royale, peut-être que j'oserais pas dire ça à Kate Middleton. Je ne sais pas. Peut-être que j'oserais en même temps. Je ne sais pas. Mais bah, on voit dans certains trucs, elles se sont vexées, elles se sont embrouillées pour des conneries, pour des histoires de robes de la petite Charlotte et tout. Et on se dit, oh là là, c'est rien. Mais bon, ils n'ont pas grand-chose à reprocher à Kate, mais c'est vrai que dans le livre, il lui donne une image assez froide, assez distante, tout comme à William en fait. Et c'est vrai que ça, bah, moi je m'attendais pas à ça. J'avais l'impression qu'il y avait quand même une période où ils s'étaient tous très bien entendus, mais ça ressort pas du tout dans le livre. Après, on commence à avoir toute la partie où ça commence à partir en vrille. C'est en même temps, d'après Harry, la partie où Meghan et leur mariage, mais aussi après, commencent à attirer toute l'attention de la presse, mais en positif. Et en parallèle, il nous parle aussi de tous les titres super racistes, super agressifs, super mensongers pendant leur mariage, comme quoi elle aurait fait des caprices pour avoir un diadème, la lettre de son père qui a fuité. En gros, il nous raconte qu'il y a un acharnement sur Meghan qui n'a jamais été vu dans les autres membres de la famille royale. Et ça, apparemment, c'est chiffré et tout. Et Meghan commence à très très mal le vivre, elle a même à un moment parlé de suicide. Et c'est vrai que... alors moi je savais que ça allait très très loin, les paparazzi, leur attitude et tout, évidemment on le sait tous. Mais en lisant le livre, je me suis dit, ah ouais, quand même, il y avait des trucs que j'avais pas imaginé. Genre, il toque à la porte, mais jusqu'à minuit, le chien il devient fou. Il demande aux voisins de mettre un téléobjectif et de braquer sur le jardin de Meghan. C'est pas que j'avais jamais entendu ces méthodes-là, mais ils en décrivent plein des comme ça, et tu te dis, mais oui, tu dois devenir dingue, parce qu'en fait, c'est pas juste qu'ils se contentent de les suivre dans la rue, ils contactent tous les proches, bon, ça je le savais, mais je sais pas, c'est des trucs, mais ça va tellement loin que tu te dis, ouais, il y a de quoi devenir dingue quand même. C'est vrai que ça doit être compliqué, et elle a eu des envies de suicide à un moment, et lui, il se sent vraiment impuissant vis-à-vis de ça. Mais en parallèle, après le mariage, elle a à ce moment-là une très très belle image. Elle va partout, en Australie, je sais pas où, et il y a des titres très flatteurs qui sortent. Et en fait, apparemment, ça commence à énerver Kate et William, puisque Kate, elle est enceinte de son 2e ou de son 3e enfant, et eux, ils passent un petit peu à ce moment-là pour des feignants, parce qu'ils bossent beaucoup moins. Et en fait, c'est là que tu te dis, mais... Parce que ce que raconte Harry, c'est qu'il y a une jalousie un petit peu qui se met en place, et tu te dis, mais... Comment ça se fait qu'ils sont jaloux de ça? Enfin, je veux dire, ils ont été harcelés par la presse, William et Kate, pendant 10 ans. Là, ça se relâche un peu, ça va sur quelqu'un d'autre. Peut-être qu'ils devraient juste être 5 minutes soulagés. Mais ce qu'on comprend du livre, c'est que autant ils haïssent tous cette presse, mais ils en veulent tous aussi l'attention, et l'attention positive. Et ça, c'est vrai qu'on se rend compte que dès que Meghan elle est trop mise en avant, ça énerve, il y a Camilla qui fait fuiter des trucs, il y a des histoires qui ressortent qui n'auraient pas dû ressortir, et surtout elles sont toujours transformées au détriment de Meghan. Donc ça c'est pareil, hein, c'est leur version des choses. Mais par exemple, l'histoire avec la petite Charlotte, c'est Meghan qui a pleuré, et au final, dans la presse, c'est Meghan a fait pleurer Kate. L'histoire du diadème, c'est la grand-mère qui a voulu prêter un diadème à Meghan, et quand Meghan a voulu le récupérer, le personnel s'y est opposé, apparemment sans que la grand-mère le sache, et Harry a juste insisté pour qu'elle ait le diadème que la grand-mère lui a proposé, ce qui paraît normal, et c'est devenu en Tiara Gate, elle fait un caprice pour avoir le diadème. Apparemment, il y a beaucoup de choses comme ça qui étaient déformées, donc
Donc c'est vrai que la relation à la presse est très compliquée, et plus Meghan est encensée, plus ça commence à poser problème aux autres, et en même temps, il y a beaucoup de contenus de presse racistes qui sortent, et beaucoup de contenus très négatifs et très agressifs sur Meghan, et Harry ne supporte pas que le palais n'interviennent jamais, c'est-à-dire ils la laissent en pâture à la presse et jamais ils interviennent. Alors sur certains trucs on se dit oui, à un moment ils auraient peut-être pu faire un communiqué, mais en même temps parfois on se dit mais il abuse Harry, parce que par exemple à leur première rencontre officielle où les paparazzis devaient être là, elle a mis un jean troué, déjà quelle idée. Je veux dire, tu sais que t'es la future princesse, tu sais que c'est ta première apparition et tout. Mais bref, il dit la tenue avait été approuvée par le palais. Et en fait, bon, bah, elle a été critiquée pour son jean troué, et il dit le palais n'a pas rectifié et n'a pas dit que. Et en fait, à un moment pareil, elle doit rentrer dans une voiture, elle rentre la première parce que la reine lui a dit montez Meghan, et elle est critiquée, mais vous vous rendez compte, cette américaine, elle rentre avant la reine. Et Harry dit pareil, ça n'a pas été démenti. Mais en fait, ils vont pas s'abaisser à ça tous les jours. Ah non, mais en fait, le jean, on l'avait validé. Hein. Ah non, mais en fait, c'est bon, elle lui a dit de monter. En fait, ils peuvent pas s'abaisser à ça, c'est pas possible. Après, c'est vrai que devant la violence des attaques, parfois, ils auraient pu faire un communiqué en disant nous apprécions beaucoup Meghan. Sachez que les choses qui sortent dans la presse sont parfois un petit peu exagérées. Mais en fait, ils peuvent pas parce qu'ils sont tellement pieds et poings liés à la presse que ils font rien contre eux en fait. Et donc plus le temps passe et plus ensuite ça devient compliqué, parce qu'au bout d'un moment la presse a placé Meghan comme la méchante. Alors est-ce que c'est quelque chose de justifié ou non, on saura jamais, mais ils en ont fait tout un personnage un peu difficile, etc., qui fait des crises, qui fait des caprices, on saura jamais si c'est vraiment vrai. D'après Harry, c'est pas vrai du tout, mais d'après les autres, on entend quand même que William lui a dit Meghan is difficult. Je pense pas que William il se soit basé juste sur les titres de presse. Je pense que s'il a dit ça à un moment à Harry, c'est que quand même... moi j'ai entendu dire, mais c'est pareil, je sais pas si c'est vrai, que elle avait trouvé que l'abbaye de Westminster sentait mauvais et qu'elle voulait le reparfumer. Bon, je pense qu'il faut oser quand même. Moi, perso, en arrivant dans la famille royale, je n'aurais pas osé. Mais bon, elle a peut-être confiance en elle. Après tout, c'est son mariage. Mais je pense que voilà, peut-être que la réputation ne part pas de rien non plus. On ne saura jamais. Mais en tout cas, quand on lit son livre, on a l'impression que c'est complètement injustifié et que elle a servi de cible. Parce qu'à un moment, les autres membres de la famille royale ne la supportaient plus parce qu'elle attirait trop la lumière. C'est en tout cas la version d'Harry. Il y a aussi autre chose que j'ai trouvé extrêmement choquant, c'est que quand il se marie avec Meghan, à un moment, le prince Charles lui dit est-ce qu'elle va continuer de travailler ? Et en fait, normalement, les femmes, elles travaillent plus après. Enfin, elles travaillent pour la cause, quoi. Pour la firme. Et en fait, il lui dit, non, et tout. Il dit, ah ouais, parce que moi, je peux pas nourrir une bouche en plus. Et ça, c'est vrai que j'ai trouvé ça très choquant, parce qu'il finance le train de vie de William et Kate, et il fait comprendre que Meghan, il a plus d'argent pour elle. Enfin, franchement, ça, c'était un peu... J'étais étonnée, et je me suis dit, mais... Ouais, ils sont vraiment pas sympas, parce que sous prétexte que c'est pas l'héritier... limite, on s'en fout. Donc c'est vrai que lui, ça a dû lui créer un sentiment au fur et à mesure de sa vie. D'ailleurs, il a appelé le titre du livre « Le suppléant ». C'est dire à quel point il a l'impression d'être la 5e roue du carrosse. Parce qu'en plus, c'est ça. Parce que maintenant, il y a le prince Charles, il y a William et il y a ses 3 enfants. Donc c'est vraiment la 5e roue du carrosse au cas où il y a un crash d'avion et qu'ils soient tous dedans, sachant qu'ils sont pas censés être tous dedans. Donc au final, après le mariage, etc., le temps passe et les tensions commencent à s'accumuler entre Meghan, Kate, Harry et William. Et à un moment, ils décident de se séparer. Je pense qu'on s'en souvient tous, en tout cas tous ceux qui ont suivi, le moment où ils ont décidé de ne plus avoir les 4 ensemble qui travaillent, mais 2 camps séparés, avec d'un côté William et Kate, et ensuite Meghan et Harry. Et en fait, à partir de là, c'est le début de la fin, parce que la presse continue à s'acharner. Harry demande à des communicants du palais d'intervenir, de l'aider. Il demande à voir la grand-mère, et tout le monde s'en fiche. Et après, il décide de partir au Canada, et c'est pareil, il y a des fuites en fait. Il en parle à William, il en parle à son père, ça fuite dans la presse avant qu'il puisse le faire. Enfin, vraiment, il en
peut plus. Et donc à un moment, il propose un ultimatum. En gros, il dit il y a 5 options, mais en gros, ce que je vous propose, c'est on continue à travailler pour vous, on fait quelques missions, en gros, moitié de l'année, quoi, ou un tiers temps. Et en échange, on vit au Canada et on est un peu éloigné de toute cette effervescence de la presse et du palais pour prendre un peu de distance. Et en fait, ils le prennent tellement mal que non, il décide que il aura plus ses titres, il aura plus rien, il veut se casser. En gros, c'est tu veux t'éloigner un peu, tu dégages. Et c'est vrai que c'est choquant parce que moi, ça me ramène à des choses que j'ai aussi parfois vécues dans ma vie, des moments compliqués de ma vie, on va dire, mais c'est en gros, si tu veux juste prendre un peu d'indépendance, bah non, t'as pas le droit, c'est ah ouais, ah tu veux t'éloigner et tout, bah ok, on te coupe les vivres, t'auras plus d'argent, t'auras plus rien. Et en fait, c'est vrai que moi, à l'époque, de l'extérieur, je me disais, bah oui, il veut partir, bah il veut quoi? Parce qu'il se plaignait que sa sécurité ne soit pas assurée, qu'il ait plus du tout d'argent, qu'il ait plus rien. Et je me disais, bah tu veux partir, bah c'est normal, hein, bosse comme tout le monde. Mais en fait, à un moment dans le livre, il explique, et j'ai trouvé ça très pertinent qu'il l'explique, parce qu'il a bien fait de me l'expliquer, parce que du coup, j'ai compris. Il disait que toute sa vie, il avait été dans une dépendance un peu forcée, c'est-à-dire qu'il était sur une voie tracée pour lui, donc il devait faire ci, il devait faire ça, il n'a jamais été question qu'il aille bosser au supermarché, ou même qu'il fasse des études pour lui, choisir sa voie. C'était, tu travailles pour la royauté, donc c'était tracé, on lui a jamais laissé le choix, on lui a pas laissé le choix de ses études, on lui a laissé le choix de rien. Et en fait, à 35 ans, d'un seul coup, s'il veut un peu d'indépendance, bah ok, tu dégages et on te coupe tous les vivres et on te coupe aussi ta sécurité. Sachant qu'apparemment, Meghan était aussi menacée que la reine. Donc c'est vrai que il expliquait qu'aucun employeur, bon peut-être aux États-Unis, mais en tout cas en France, en Angleterre, tu dégages pas comme ça quelqu'un du jour au lendemain, sans aucune indemnité, sans rien, sans aucune protection sociale et tout. Eux, ils se retrouvent sans rien. Alors, ils ont la chance d'avoir des amis riches. Moi, à chaque fois, je me dis, mais ces gens-là, ils sont en galère. On leur prête une maison de 200 mètres carrés en Californie. Je dis, ah bah, c'est cool, parce que moi, si un jour je suis en galère, il n'y a personne qui va me dire, t'inquiète, j'ai une maison là-bas où il y a un service de sécurité inclus, tu y vas. Donc, ils ont quand même retrouvé de quoi vivre et avoir un service de sécurité sur le coup. Mais ils ont annoncé la famille. En gros, c'est vous dégagez, ok, mais vous avez plus rien, plus de protection policière. Maintenant, vous assurez, on veut plus de mission de votre part, vous êtes déchus de vos titres et vous démerdez. Et j'ai trouvé ça choquant parce qu'en gros, apparemment, c'est pas ce qu'ils voulaient. Ils voulaient juste un peu plus d'indépendance, s'éloigner un peu, mais eux par ego, puis sachant le clash que ça allait faire. Ils l'ont pas supporté et ça a été en gros un bras de fer. Bah ok, vous voulez partir, mais c'est sans rien. Et ils ont perdu le bras de fer parce qu'au final, ils sont partis. Mais aujourd'hui, il y a pas mal de critiques, et moi-même la première, à dire ouais, tu veux pas l'attention de la presse, mais tu fais des trucs Netflix, tu vas palper 20 millions, ou je sais plus combien, le livre 20 millions. Donc en gros, vous dites ça, mais vous la prenez bien l'attention quand ça vous intéresse. Mais en fait, c'est des gens, ils n'ont plus de quoi vivre, ils sont sans le sou. Je rigole, mais ils ont un train de vie important, donc c'est sûr que passer du jour au lendemain à autre chose, ça doit être compliqué. Mais surtout, en fait, elle est quand même menacée. En plus, lui, dans son livre, il a annoncé qu'il avait des talibans. Je veux dire, c'est pas des personnalités lambda, c'est des gens qui sont quand même menacés. Et surtout, ils ont jamais... Enfin, elle a déjà travaillé, mais lui, il a jamais travaillé de sa vie. Alors, ils ont de l'argent de côté, il y a l'héritage de Diana et tout. Mais je veux dire... de la part de sa famille, de lui couper les vivres comme ça du jour au lendemain, alors que lui, il proposait de faire quelques missions, ils auraient pu laisser au moins une période de transition, parce que quelque part, s'il est dans cette dépendance-là aujourd'hui, c'est aussi à cause d'eux. Et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu dur et injuste, parce que c'est quand même son fils, au prince Charles, et dire ok, tu te casses et on te coupe tout... même pas laisser une période de transition, donc après ils se sont pas plaints, mais on se doute qu'ils sont pas très contents du livre et du reportage Netflix. Il y a plein de gens qui disent ouais, ils prennent de l'argent, c'est indécent. D'ailleurs, il y en a une qui m'a dit sur Instagram quand j'ai dit que j'avais acheté le livre, oui, moi je voulais pas lui donner de l'argent. Bah moi honnêtement, ça me dérange pas de lui donner de l'argent parce que maintenant il faut aussi qu'ils vivent, et quelque part ils vivent encore de leur image. J'espère qu'ils vont faire des investissements dans l'immobilier et tout, va falloir rentabiliser tout ça, mais au moins cette fois c'est une image qu'ils contrôlent, parce que dans le livre ils disent sa version, et je pense que Harry,
sa version, ça fait 30 ans qu'il a envie de la donner. 30 ans que la presse, elle balance des titres qui sont approximatifs sur ce qui s'est passé réellement, qui sont mensongers, qui sont parfois injustes, et ça doit rendre fou. Et d'ailleurs, on constate aussi qu'il a un rapport à la presse qui est pas normal, parce que c'est vrai qu'il devrait être un peu plus habitué. Ça fait 30 ans, des fois j'avais envie de dire, mais t'es pas habitué un peu? Arrête de lire les titres de presse en fait. Et en fait, sa psy lui a dit qu'il avait un rapport compulsif à ça. Et en fait, c'est vrai que c'est de l'autodestruction, parce qu'en fait, il les consulte tous les jours, et ça le rend fou, et il pique des colères. Et en fait, ouais, il a un rapport qui est pas logique à la presse. Enfin, je veux dire, il devrait apprendre avec le temps à s'en détacher, mais c'est pas du tout le cas. Et là, même maintenant là qu'il en sort, bah, vous voyez, il fait un livre, il fait un reportage, tout le contraire pour se faire oublier. Mais en même temps, ils ont besoin d'argent, et c'est pas qu'ils utilisent leur notoriété pour rétablir une vérité qui est la leur et avoir de l'argent au passage. Bah moi je trouve pas ça révoltant. Et moi je préfère honnêtement payer 26 € pour le livre d'Harry et que ça lui revienne à lui, que payer des journaux à scandale qui n'informent même pas réellement, puisqu'ils mettent n'importe quoi, et surtout ils font beaucoup de mal au passage à ces gens-là. Donc c'est sûr que Harry, je pense qu'il a pas besoin de mon argent, enfin il en a un peu besoin quand même puisqu'il a plus de revenus, mais je pense qu'avec l'héritage de Diana, même elle doit avoir une fortune personnelle. Bon, je pense qu'on va pas pleurer pour eux, on est d'accord, mais n'empêche que c'est des gens qui ont besoin de travailler maintenant pour assumer leur train de vie, ou alors il faut qu'ils acceptent aussi de vivre plus humblement et d'aller travailler au supermarché ou je sais pas où. Mais faut être réaliste aussi. Le prince Harry, vous le voyez là maintenant, aller travailler au supermarché, mais il va se faire assassiner. Donc c'est vrai que ça serait compliqué. Et puis ils sont menacés, et la menace elle est réelle en fait. On peut pas faire comme si c'était des gens lambda, parce que c'est pas le cas. Ils font partie des gens qui ont été les plus exposés au monde. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué, et on peut pas juste dire bah on s'en fout, qu'on les laisse crever dans leur coin. C'est leur famille quand même. Ils devraient faire en sorte qu'ils puissent se retourner, quoi. C'est ça que je veux dire, et pas juste dire ah bah t'es pas content, tu veux partir, allez on coupe tout. Moi je trouve que c'est pas une attitude correcte, et franchement quand j'ai lu ça je me suis dit c'est abusé, quoi. Donc ce que je dois dire aussi par rapport à Meghan, moi j'avais pas forcément une vision très positive de Meghan, parce que j'ai toujours eu un peu l'impression que c'était une peste, mais c'est basé sur pas grand chose, mais c'est une impression comme ça. Donc je sais que c'est complètement injuste, et je suis capable de me dire dans ma tête, tu ne connais pas cette femme et elle ne mérite pas de jugement, puisque personne ne la connaît. Et d'ailleurs j'insiste à dire que dans cette vidéo je donne des avis sur un livre et sur des personnes que je ne connais pas, donc ça vaut pas grand chose, c'est juste une impression et une vidéo qui me fait plaisir, mais à aucun moment il y a un réel jugement sur l'un ou sur l'autre. C'est des conflits familiaux, c'est compliqué, on n'a que la version de l'un ou de l'autre. Et pour moi, je pense que c'est compliqué pour eux tous. Ils sont dans une famille qui est dysfonctionnelle, qui a mis en avant beaucoup de compétition entre les deux. Il y a en plus la presse. C'est impossible, c'est presque impossible qu'ils s'entendent bien au final. Et moi, c'est quelque chose qui me touche, parce que je peux moi-même avoir des difficultés parfois avec ma soeur, avec certains membres de ma famille et tout, c'est compliqué. Et du coup, c'est vrai que je m'identifie beaucoup à cette relation entre frères qui a été complètement démolie en fait, et qui sera peut-être impossible, ou on ne sait pas. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est touchant pour moi, parce que je vois ces deux frères qui ont été unis par la mort de leur mère, et en même temps démolis par ça. Et c'est vrai que c'est touchant à voir, et c'est triste, parce que là on se dit, avec tout ce qu'il a balancé dans le livre en plus, il y a un point de non-retour, et en même temps, quand on lit le livre, on comprend qu'il ait eu envie de tout envoyer balader, dire ok, vous êtes comme ça, vous me coupez les vivres et tout, et ben moi je vais balancer un pavé de 400 pages dans la mare, et les gens ils vont savoir comment ça se passe. J'aurais été complètement capable de faire ça aussi. Donc pour en revenir à mon impression sur Meghan, à part que c'est une petite mytho quand elle dit qu'elle connaît pas le prince Harry, je me suis toujours demandé si elle n'était pas un peu tombée amoureuse de lui parce qu'il était prince. Et en même temps, c'est un procès qui est injuste, parce que déjà, elle est certainement tombée amoureuse de lui, puisque comme je vous ai dit, il est très charmant et tout. Et le fait même qu'il soit prince, mais évidemment que ça joue le pouvoir, l'aura, le côté soldat, ça peut attirer une femme aussi. En tout cas, moi, c'est des arguments qui auraient pu compter. Donc voilà, qu'elle était attirée par lui au premier regard et tout. Après, quel est son petit caractère, je veux dire, c'est pas la seule. Moi-même, j'ai pas toujours un caractère facile. Donc
voilà, j'ai toujours eu un avis sur Meghan qui était un peu comme ça, où je me disais, ouais, j'ai un peu quand même l'impression que c'est plus une peste que Kate Middleton, mais comme je vous ai dit, c'est pas basé sur grand chose, à part peut-être sur des titres de presse, du coup, peut-être parfois mensongers. Mais ce que je lis du livre, en fait, ça m'a un peu fait changer d'avis. Je pense que c'est une fille, en tout cas, qui a su lui faire du bien, qui a su l'émanciper, qui a su le pousser à sortir d'une famille où de toute évidence il se sentait mal. Alors il y avait peut-être juste à appuyer sur la détente, il n'y avait pas grand chose à faire, mais je pense que il en pouvait plus, et il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée dans le texte, en plus de leur amour naissant et tout. Il raconte un truc, et il lui dit que lors du deuxième accouchement, il a été présent et tout, il a aidé à accoucher, et à la fin elle lui a écrit un petit texte. Et elle lui a dit, parce qu'il l'a aidé à accoucher, etc., il a pris le bébé, il lui a apporté, et il lui a dit un truc du style, c'est ça un homme, ça c'est pas un suppléant. Et j'ai trouvé ça mais tellement beau, parce que en fait elle sent que c'est le truc qu'il a le plus blessé dans sa vie, et dans ces moments-là elle lui explique qu'en fait t'es juste un homme normal, mais c'est assez. C'est assez. T'as pas besoin d'être le roi d'Angleterre. On s'en fout que tu sois le deuxième, parce qu'en gros, pour moi, t'es le premier. Et franchement, juste cette phrase, elle m'a fait changer d'avis sur Meghan. Je me suis dit, bah c'est beau ce qu'elle lui a dit en fait. Et voilà, et c'est un couple qui me touche aussi, même si, je vous ai dit, je suis pas une fan inconditionnelle de Meghan. Moi, à la base, je suis plus Team Kate. D'ailleurs, dans mon adolescence, j'étais plus amoureuse de William que de Harry, quand il fallait dire pour lequel on choisissait. Mais maintenant, William, il a une grosse alopécie, un peu comme moi. Mais moi, j'ai beau avoir une alopécie, je ne supporte pas une alopécie chez un homme. Je rigole. Harry, il en a une, mais moins. Et avec l'âge, maintenant, je trouve que Harry, il a glow up un peu. Et maintenant, je choisirais aussi le prince Harry. Et puis, il a un petit côté rebelle, soldat, que j'aime bien. Le côté bad boy. Donc voilà, j'ai trouvé ce livre très intéressant, parce que, ok, les petites anecdotes et tout, mais en fait, moi, j'avais déjà tout vu dans la presse. Je parle à la sortie du livre, je savais déjà tout. Donc, j'hésitais beaucoup à acheter ce livre, puisqu'il coûte quand même 26 €. Mais en fait, ça apporte plus que ça apporte une vision d'ensemble, et ça apporte aussi sa version, et une vision de qui est cet homme qu'on voit sous les caméras depuis qu'il est né. Ben, bon, moi j'ai commencé à apprendre son existence autour de 13 ans. Je l'ai vu grandir, il a grandi en même temps que moi. J'ai tout suivi, j'ai suivi le mariage entre William et Kate, d'ailleurs c'est à ce moment-là que je suis devenue fan. Ensuite, entre Meghan et Harry, moi tous les scandales, je les ai suivis de France. Et en fait, là, on a sa version. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'est pas juste 4-5 anecdotes comme ci, comme ça, c'est une vision d'ensemble qui est profonde. Et ça m'a plu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Je suis sûre que cette vidéo aura duré genre 2h30. Je suis désolée pour ça, je sais pas si ça vous aura plu, mais en tout cas, moi, ça m'aura fait plaisir de parler de ce livre. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, où, bon, par contre, je vous préviens, généralement, je parle plutôt d'alopécie et de volumateur capillaire, mais bon, sait-on jamais, hein, ça peut peut-être aussi vous intéresser. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.